incidents et des accidents, qui est une compétence majeure pour un professionnel HSE. Donc, il doit bien maîtriser les outils mis à sa disposition pour mener à bien une investigation d'incidents et d'accidents. Donc, la première question, pourquoi investiguer ou faire une analyse d'un incident? Donc, c'est une question très simple. Il arrive dans notre quotidien personnel, par exemple, plusieurs incidents, hein. Chez vous, par exemple, dans les maisons, dans les ménages, sur la route. Donc, personnellement, plusieurs incidents arrivent quotidiennement, voire des accidents, mais on ne s'est jamais décidé un jour de prendre un moment, de faire une réflexion sur l'accident survenu chez nous, pourquoi l'accident s'est passé de cette manière, pourquoi je me suis fait blesser en manipulant tel couteau ou tel outil, donc, et prendre des actions immédiates. Donc, et ça, c'est une réflexion normale, c'est une amnésie, c'est un déni. Donc, notre cerveau, malheureusement, essaye dans un premier temps d'ignorer l'événement, hein, le moment de la survenance d'un événement grave parfois. Donc, la première chose automatique qui arrive à l'esprit, c'est d'ignorer l'existence de l'événement parce que c'est tellement tragique. On peut pas réfléchir aux conséquences. Donc, la première décision, c'est d'ignorer. Et ça, c'est très impactant. Si vous avez déjà remarqué dans un chantier de travail une chute, par exemple, de hauteur d'une personne, ses collègues euh, vont essayer de le lever pour reprendre le travail. Donc, on s'imagine, par exemple, rien de grave, rien ne s'est passé. Donc, heureusement, donc cette aptitude de faire rapidement, d'ignorer déjà la chute et essayer de le soulever, par exemple, sur ses pieds. Bien sûr, on sait très bien qu'il peut aggraver encore davantage sa blessure. Ça peut donner lieu à des paralysies, mais c'est une réflexion naturelle, hein. Il faut s'attendre, si la personne n'est pas formée, donc le premier geste qu'il va faire, c'est qu'il va essayer d'ignorer et cette ignorance va se manifester par ces gestes de soulever la personne, d'essayer de reprendre l'activité comme si rien ne s'est passé. Donc, et ça, c'est important de savoir ça dans l'entreprise parce que le minimum sur la courbe de Bradley, sur la courbe culturelle, c'est d'être réactif, hein. Le minimum, c'est avant, on appelle ça la partie pathologique, caractérisée par cette ignorance. Donc, on ignore même la survenue de l'accident. Mais sinon, la première étape pour pour une entreprise qui s'estime dans le cadre de l'évolution culturelle, c'est l'étape réactive. Donc, on va prendre en considération l'événement, on va l'analyser pour prendre des leçons et éviter la récurrence. Donc, évidemment, dans la première partie de ce cours, on a tout fait. Donc, on a essayé de présenter les actions à mettre en place pour éviter que les accidents arrivent. Mais parfois, on a parlé à un moment donné des risques raisonnablement identifiables et raisonnablement maîtrisables. Mais parfois, il se peut que le risque ne soit pas, ou le danger ne soit pas identifié, que des événements, des changements se produisent dans l'environnement sans qu'on prenne en considération et qu'on réanalyse le risque. Donc, des choses arrivent et évidemment, il y a des accidents qui surviennent. Donc, voilà, donc nous, par exemple, dans la première partie, on a identifié l'existence d'un risque de chute, hein, et on a mis en place un affichage en respectant la hiérarchie des moyens de contrôle. Donc, on ne peut pas, par exemple, éliminer. Si on peut le faire, on doit le faire. Par exemple, éliminer carrément cette opération de nettoyage liquide par un autre type de nettoyage à sec, si c'est possible, ça évite, ça élimine carrément le danger, hein. Ça doit être toujours la première réflexion. La substitution ou la réduction de gravité, ça veut dire faire ces travaux de ménage, ces travaux de lavage du sol, peut-être dans des horaires au-delà des horaires de travail.
Donc ça, c'est de la substitution. Probablement, on n'a pas la capacité. La capacité quoi? La capacité à l'ARP. Ça veut dire on n'a pas de surveillance la nuit, on ne peut pas faire appel à un personnel la nuit. Donc notre capacité pour passer à cet accident, à cette action, ça veut dire d'un point de vue à l'ARP, as low as reasonably practicable, on n'a pas la capacité pratique de faire cette action de substitution. Donc, on se met dans l'organisation administrative par affichage pour signaler au personnel que nous sommes en train de faire des travaux de nettoyage. Donc, mais parfois, ce changement donc, peut même être, donc on a évité le glissade, mais on a créé un autre risque de trébuchement et une personne qui n'est pas vigilante, déconcentrée par exemple, en parlant au téléphone ou autre euh, moyen de déconcentration, c'est trébuché et bien sûr, probablement, donc, euh, dans dans cette phase de chute, donc on appelle d'habitude l'incident, hein, c'est cette période qu'on a qualifiée de perte de contrôle. Donc, basiquement, la personne, on a identifié dans le premier module ou le deuxième module comme quoi il a une énergie, hein, cette énergie de différence de hauteur et bien sûr en ajoutant une autre énergie cinétique, donc il est en train de marcher. Bien sûr, donc c'est une énergie cinétique. C'est différent s'il était en train de courir. Donc voilà, donc cette chute peut bien sûr causer des conséquences. Donc on ne sait pas maintenant quelles sont les conséquences. On sait très bien que cette photo montre un trébuchement, une situation de perte de contrôle sur son corps, mais on ne sait pas exactement le scénario suivant, qu'est-ce qui va se produire. Donc, et ce scénario, donc ce premier événement déclencheur qui est trébuché, donc c'est ce qu'on appelle, c'est le top event, c'est ce qu'on appelle la situation de perte de contrôle. C'est l'incident. Ok. La situation, une situation de perte de contrôle, c'est un incident et qui peut être décrit par un événement indésirable. Ok, undesired event. Donc, ce monsieur-là n'a jamais souhaité de faire ce mouvement bizarre, hein, ce mouvement d'apparition en train de chuter. Donc, ce n'est pas un événement qui est désiré. Donc, c'est un événement indésirable qui a causé ou qui aurait pu causer des dégâts, des dommages, la mort, des injuries, des blessures et autres. OK? Donc ça, c'est une situation, ce qu'on appelle incident. Donc, on a notre premier incident. Donc, supposons que la suite du scénario, c'est ça. Donc, la personne a repris son équilibre. Donc, il n'a pas trébuché. Donc, ça s'appelle un near miss. Donc, un presque accident. OK? C'est un presque accident qui peut être décrit comme étant un incident, c'est-à-dire un événement de perte de contrôle qui a provoqué, qui n'a pas provoqué de dégâts, ni humains, ni matériels, mais qui a le potentiel, bien sûr, il avait le potentiel de l'avoir, de créer ces dégâts. Mais sinon, on peut imaginer un autre scénario suite à cet incident de perte de contrôle. Donc, c'est l'accident. Donc, c'est un incident également dans lequel des personnes ont été touchées ou des matériaux, des dommages à la propriété. Donc voilà, donc le premier, donc c'est l'incident. Donc par la suite, on a deux événements, soit un accident, c'est un incident avec dégâts, un near miss, un presque accident, c'est un incident sans dégâts. Donc, tous les accidents doivent faire l'objet d'une analyse afin d'éviter leur récurrence. Vous allez me dire que probablement, c'est pas évident d'analyser l'ensemble des incidents. Je vous dis que c'est possible.
parce que on a différents moyens, différents niveaux d'investigation, analyse. Donc, l'analyse et l'investigation, on va l'alourdir, on va la compliquer, la rendre plus sophistiquée en fonction du potentiel dégât et en fonction, bien sûr, des dégâts réels et potentiels de l'incident. Pour faire une investigation, on a plusieurs raisons. OK? Donc, les raisons, c'est à avoir une information nécessaire pour la faire passer aux autorités, enforcing authorities, c'est les autorités d'inspection ou de contrôle. Dans notre cas, c'est l'inspection du travail. Par exemple, aux États-Unis, c'est le OSHA. Au Royaume-Uni, c'est le HIC. En France, j'imagine, c'est notamment l'inspection du travail. Au Mali, c'est la même chose, c'est l'inspection du travail. Donc il y a des lois dans chaque pays qui vont obliger les entreprises à transmettre les informations concernant les accidents de travail, conformément bien sûr à la définition d'un accident de travail. Donc aux États-Unis par exemple, ils n'ont pas l'obligation de reporter, d'informer à l'autorité qui est le chat l'ensemble des accidents survenus sur le lieu de travail, parce que leur réglementation va déjà séparer un accident ou des incidents qui surviennent dans le travail en trois grandes catégories. Il y a les reporting accidents. Les reporting, ça veut dire des accidents qui sont des accidents soit mortels, soit des accidents avec amputation d'une partie du corps, soit perte d'œil, soit hospitalisation de plus de 3 jours. Les autres accidents, c'est ce qu'ils appellent aux États-Unis les recording accidents. Ça veut dire on va les enregistrer. Donc, c'est tout accident qui a nécessité un traitement médical par un professionnel de la santé. Et le dernier, c'est un first aid. C'est tout incident survenu qui a provoqué, bien sûr, des blessures, mais qui n'a pas nécessité l'intervention d'un professionnel en médecine ou d'un professionnel en santé. Ça veut dire qu'une personne formée, hein, pour délivrer les first aids, les premiers soins, a fait son travail correctement et l'injury ou la blessure n'a pas nécessité un traitement spécial nécessitant l'intervention, par exemple, des sutures, ça nécessite l'intervention d'un professionnel en santé. Automatiquement, c'est un recording, hein, mais ce n'est pas un reporting. Donc, aux États-Unis, ils ne reportent pas ce genre d'accident. Par exemple, même les blessures qui nécessitent des sutures. Mais par exemple, au Maroc, on est dans l'obligation de les reporter parce que au moment de l'intervention d'un professionnel de la santé, ça se fait soit à travers un hôpital ou une clinique conventionnée et se fait nécessairement à travers une assurance. Donc, on est dans l'obligation d'informer l'assureur et d'informer l'inspection du travail. Vous allez probablement dire pourquoi est-ce que là, notre réglementation est mieux serrée, est-ce qu'il gère de cette manière? Je vous dis qu'il y a des doutes parce que le moment où vous allez informer l'autorité OSHA de la survenue d'un accident, automatiquement et nécessairement, ça oblige l'inspecteur de venir participer et faire une évaluation de l'accident. Donc, à un moment donné, on ne peut pas l'informer de tous les accidents avec des dégâts importants, des dégâts moins importants. Mais sinon, au Maroc, par exemple, l'inspection du travail, elle est informée au quotidien par des dizaines, voire des vingtaines d'accidents. Donc, à un moment donné, c'est pas évident d'intervenir pour évaluer, vérifier ou autre. Donc, deuxième information légale, bien sûr, par rapport au collectif d'informations, l'obligation au Maroc, par exemple, il vous oblige, la loi, le code du travail, pas le code du travail, c'est la loi de compensation, c'est la loi 1812 sur la compensation et réparation des accidents de travail, vous oblige, en tant qu'entreprise, d'informer l'inspection de travail dans un délai de 5 jours de la survenue de l'accident, après avoir informé l'assureur, bien sûr. Donc, vous êtes dans l'obligation, dans les 10 jours maximum, d'informer l'inspection du travail après la survenue de l'accident. Donc, tu as 5 jours
ouvrables pour informer l'assureur et 5 jours supplémentaires pour informer l'inspection du travail. Donc ça, c'est de l'information. Donc il y a un formulaire spécial donc, pour informer l'inspection du travail de la survenue de l'accident. Ensuite, c'est le code du travail et par le biais du CHS, du comité d'hygiène sécurité, donc c'est l'article 340, qui va vous obliger de préparer un reporting, un rapport dans ce cas, signé conjointement par la direction et par les délégués pour le communiquer à l'inspection du travail sur, bien sûr, sur le résultat de l'investigation, analyse parce que ça suppose que dans les premiers jours, vous n'avez pas suffisamment d'informations sur l'origine, sur les causes racines de cet accident, mais dans un délai de 15 jours, vous aurez suffisamment d'informations à communiquer à l'inspection du travail. Bien sûr, autre cette communication importante et obligatoire, une investigation, analyse d'incident vous permettra d'identifier les causes de l'incident pour éviter sa récurrence. Et bien sûr, une fois l'autorité informée, vous êtes également dans l'obligation d'informer l'assureur. Donc, il vous faut des informations sur cet accident. D'autres raisons, c'est bien sûr identifier l'impact économique de l'accident. Peut-être vous allez identifier également des risques et des dangers autres pour préparer votre plan de formation et bien sûr assurer une conformité légale. Les bénéfices de l'investigation, c'est que vous aurez un environnement sûr. Donc, vu la nature des incidents qui arrivaient, moi, je ne parle pas uniquement des accidents, hein. Il faut vraiment noter que quand on parle d'incidents, donc le jour, par exemple, moi, j'avais l'habitude de voir des traces d'accrochage, des traces d'heurts de ces barrières. Quotidiennement, dans les entreprises que je visite, il y a quotidiennement des traces d'accrochage. Ils n'ont jamais fait l'objet d'une analyse d'incident. Par contre, ce sont des incidents, hein. Un accrochage, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas conforme. Donc, demain, cet accrochage bénin aujourd'hui qui n'a pas provoqué de dégâts peut se coïncider avec la présence d'une personne et donner lieu à un accident grave. J'ai remarqué plusieurs fois du rayonnage déformé, des panneaux déformés. Donc voilà, tout ça, c'est des signes d'incident que vous devez identifier comme incident dans votre registre et procéder à une analyse pour identifier les causes et l'origine, peut-être la distance ou la largeur n'est pas suffisante pour assurer une manipulation conforme. Donc, il y a plusieurs raisons, donc, on a dit, pour éviter la récurrence. Bien sûr, la morale des personnes, en sachant que le personnel, le moment où il va apercevoir que l'entreprise prend sérieusement les accidents, donc il y a une certaine conscience. Donc, bien sûr, le moral des employés va être amélioré parce que il s'assurera que l'entreprise se soucie de leur sécurité. Et bien sûr, on va prévenir, éviter les potentiels dérangements de l'entreprise et éviter la perte de la compétence, hein, bien sûr, et du savoir dans l'entreprise. Il faut bien sûr, il faut bien sûr se rappeler que un incident ne veut pas dire qu'un incident il est lié à ces dégâts. Donc, tout incident, il est spécial, il est unique. Donc, le même incident qui a donné dans un premier temps lieu à un presque accident, parce qu'il n'a généré aucun dégât humain ni matériel, demain provoquera probablement un accident mortel. Parce qu'il suffit de la présence d'une personne et le même scénario de danger, le même scénario de chute d'objet peut provoquer un accident grave. Donc maintenant, on va voir un scénario de danger, un scénario d'accident, et on va le décrire.
Donc ici, la personne qui était en train de travailler, donc a quitté son poste. Et voilà, donc c'est un scénario très simple qui peut arriver dans toute entreprise. Donc, qu'est-ce qu'était la cause? Donc, la personne a été blessé parce que il a été heurté par des produits donc qui étaient stockés ou mal stockés donc sur au niveau des fourches de cet engin. Donc ça, c'est la cause de l'accident. Ok, c'est ce qu'on appelle le incident statement. Ça veut dire la déclaration de l'accident. C'est que pendant donc, dans la déclaration de l'accident, on va parler du contexte de cet opérateur, qu'est-ce qu'il faisait juste avant d'avoir l'accident. Ça, c'est très important de parler de l'activité qui se déroule juste avant l'accident. Donc, cet opérateur, en quittant son poste de travail vers un vestiaire probablement, vers un vestiaire ou vers son véhicule, donc il a été heurté par un, un objet, hein, un produit emballé, ce qui a provoqué des dégâts, hein, une fracture au niveau de son pied ou de sa main ou de son pied. Voilà, c'est le signe qu'il il a eu une fracture probablement, un entorse au niveau de son pied. Ensuite, on va procéder à une analyse par cause racine. OK, donc dans un premier temps, bien sûr, on va mettre juste les causes matérielles. Donc, à un moment donné, on va constater la déviation par rapport à la situation normale. Donc, pourquoi la personne a été touchée par ces produits? Parce que ces produits ont été déséquilibrés vu le glissade de cet engin. Donc, et probablement parce que l'opérateur ou le conducteur a perdu contrôle sur son engin. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la situation de perte de contrôle. Donc, à un moment donné, le conducteur, le cariste a perdu contrôle sur son engin. Pourquoi il a perdu ce contrôle sur l'engin? Parce que il y avait une tache d'huile et il a dû utiliser un freinage d'urgence. Donc, hard braking ou la braked hard, ça veut dire que la personne a freiné d'urgence. C'est une réaction d'urgence. C'est pas normal ou d'habitude qu'il freine de cette manière. Donc, d'habitude, il doit freiner progressivement. Il doit réduire sa vitesse d'une manière progressive. C'est comme la situation des coups de volant. Donc, vous n'avez pas l'habitude de faire ces manipulations habituellement. Vous ne faites pas cette manipulation que s'il y a un danger spécifique. Donc, et à ce moment-là, malheureusement, l'opérateur a perdu contrôle. Donc, ce freinage conjoint avec la présence de cette tache d'huile ont causé la perte de contrôle. Et ensuite, on va creuser pourquoi la tâche était présente sur le lieu de travail, parce qu'il y avait une fuite au niveau de cet engin, causée par une inspection et une maintenance non réalisées suivant le planning et que personne n'a remarqué cette déviation dans la planification de la maintenance préventive, donc par manque de supervision. Pourquoi la personne ou l'opérateur a nécessité ce freinage d'urgence? Je rappelle que le freinage d'urgence ou l'arrêt d'urgence, d'une manière générale, se fait
au moment de la déviation, au moment de l'incident. Donc, on ne va pas appuyer sur un freinage ou un arrêt d'urgence que si on a une situation anormale de perte de contrôle. OK? Donc, c'est des devices, c'est des équipements d'intervention pour récupérer, pour intervenir afin de récupérer, mitiger ou réduire l'impact d'une déviation. Donc, pourquoi il a dû utiliser ce freinage d'urgence? Parce que il roulait avec une vitesse supérieure qui dépasse la vitesse normale de conduite à l'intérieur du warehouse, à l'intérieur du magasin. Et ensuite, parce que il avait une apparition euh, soudaine. Hein. Normalement, il doit pouvoir visualiser bien avant cette apparition, la présence d'une personne sur la voie pour avoir suffisamment de temps pour freiner d'une manière normale et éviter le choc. Pourquoi il y avait cette vitesse supérieure? Parce que, ou cette vitesse qui dépassait la vitesse normale, parce que il était stressé, hein, il avait une charge de travail à accomplir avant la fin de son shift, parce que cette charge dépasser sa capacité de travail habituelle. Et en plus, le limiteur de vitesse a été enlevé. Hein. Soit, on ne sait pas, est-ce que c'est c'est enlevé d'une manière volontaire pour permettre une augmentation de vitesse, parce que ça, on doit creuser également, ou a été enlevé parce qu'il était défaillant et à un moment donné, on doit le remplacer et probablement on n'a pas trouvé un autre disponible. Donc, il est en commande dans ces circuits d'achat très lourds dans les entreprises. On ne peut pas probablement arrêter. Donc, on a décidé de confier le dépassement ou de rester en dessous de la limite de vitesse maximale à l'opérateur qui n'a pas respecté parce qu'il y avait d'autres conditions. Et probablement, on a dû oublier carrément ce limiteur de vitesse enlevé par manque d'inspection, qu'on a dit par une supervision insuffisante. Et voilà, donc le dernière apparition soudaine ou unexpected, ça veut dire inattendu. Hein, la personne ne s'attendait pas à l'apparition de cette personne sur la voie parce que ce monsieur a décidé de prendre un court-circuit pour arriver à sa destination rapidement parce que il a quitté le travail très tard, tard le soir parce que voilà, donc il avait également des travaux à compléter pour, bien sûr, parce que je sais pas, il avait une réunion demain, il était en train de préparer, de finaliser sa présentation, donc il avait un message de vente ou à communiquer à ses chefs. Donc, et la raison, c'est que il y a un manque d'organisation et de pratique. Donc la politique du travail n'était pas bien respectée. Donc les horaires, normalement dans une organisation, sont bien gérés et même pour éviter ce genre de situation, parce que on ne sait pas est-ce que cette personne sera exposée après avoir quitté très tard le soir. Donc, et voilà, on se retrouve avec notre causal tree, notre arbre de causes, avec bien sûr des causes immédiates qui sont à l'origine, ce sont des déviations qui sont à l'origine de la survenue de l'accident, des underlying causes, donc c'est des causes intermédiaires qui sont probablement des facteurs qui ont généré l'apparition de ces causes, qui ne sont pas des facteurs organisationnels, ce sont des tâches, des comportements non conformes, mais qui sont liés à une organisation. OK? Donc, les underlying causes, ça veut dire que ce sont des situations qui ont créé un environnement favorable pour l'apparition, pour l'exposition des personnes.
Donc, dans le cadre de ce qu'on appelle le BBS, le Behavioral Based Safety, on a deux types de comportements dangereux. Il y a ce qu'on appelle les comportements dangereux immédiats ou actifs. Ce sont ces immediate causes. C'est active, ça veut dire la présence d'une tâche, c'est réel, c'est dans le temps, c'est maintenant. Ok, ce freinage d'urgence, cette apparition d'urgence, c'est maintenant. Mais les underlying causes, ce sont des comportements dangereux, mais qui sont latents, qui se sont passés bien avant, hein, soit dans le passé, hein, par exemple, cette tolérance de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle une violation routinière de tolérer le non-respect des passages piétons. Ça veut dire que la personne avait l'habitude de parcourir au milieu du magasin pour arriver rapidement à, un- à une porte qui n'est même pas censée d'utiliser. C'est les exit doors de emergencies qui, normalement, dans les entreprises qui contrôlent ce risque, sont liées à des alarmes pour éviter une utilisation non autorisée. Donc, afin que la sortie et l'entrée soient réalisées uniquement par des chemins prédéfinis par l'entreprise et préserver les exits et les sorties de secours uniquement pour les situations d'urgence, mais il y avait une tolérance, c'est ce qu'on appelle underlying causes. C'est des causes latentes, c'est des causes qui sont présentes sur le milieu, un limiteur de vitesse qui n'est pas présent, donc, et on a toléré l'utilisation d'un engin qui n'est pas doté, la vitesse qui dépasse les limites, la maintenance qui n'est pas à la hauteur. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des comportements latents qui sont autorisés par ce qu'on appelle les causes racines. Ok, ce sont des comportements routinières. Ok, tout ça, c'est des comportements tolérer un engin qui fuite, tolérer la présence des taches ou des sols glissants partout, tolérer plus ou moins une vitesse qui dépasse la limite, tolérer parfois le non-respect des plans de prévention, de la maintenance préventive, tolérer les comportements, tolérer les dépassements des horaires de travail. Donc tout ça, c'est des comportements latents qui sont là parce que il y a une organisation des causes racines qui sont la politique de travail. On n'a pas des règles. Voilà, l'entreprise te dit, on n'a pas des règles sur les horaires de travail. Donc, il y a peut-être des horaires d'arrivée, mais on n'a pas des horaires de quitter le poste. Donc, on ne peut pas obliger une personne de quitter son poste à un délai fixe. Donc, si la personne décide de rester jusqu'à minuit dans son bureau, dans l'atelier, il reste. On n'a pas des règles spécifiques. On n'a pas des règles sur la supervision qui va superviser, qui va faire l'audit interne. Donc tout ça. On n'a pas probablement du règle sur la capacité de travail de chacun. Ça veut dire quel est le max que cet opérateur peut stocker, manipuler d'objets sans dépasser ses limites de fonctionnement. Donc, on va lui donner une tâche, on va lui demander de compléter une tâche et on ne sait pas exactement combien ça va prendre. Donc, voilà, donc tout ça, c'est des causes racines qui ont provoqué l'apparition des causes dans l'environnement, des comportements dangereux qui, à un moment donné, ont été transformés en causes immédiates par les opérateurs pour provoquer des accidents. Donc l'idée, si vous enlevez uniquement les causes immédiates, hein, si vous corrigez, vous dites, ah voilà, il y a une fuite, soit je vais nettoyer le sol, je vais éviter sans vraiment prendre le temps, même corriger la fuite à l'intérieur de cet engin, c'est une correction immédiate. OK? Il faut revoir pourquoi cette fuite est apparue. Est-ce qu'il n'y a pas une utilisation qui n'est pas correcte de cet engin? Peut-être
on est en train d'utiliser cet engin dans un endroit qui n'est pas conforme par rapport à ses conditions d'origine. Donc, peu importe, mais l'idée, c'est vraiment investiguer les causes racines pour éviter la récurrence. Sur cette communication importante et obligatoire, une investigation, analyse d'incident vous permettra d'identifier les causes de l'incident pour éviter sa récurrence. Et bien sûr, une fois l'autorité informée, vous êtes également dans l'obligation d'informer l'assureur. Donc, il vous faut des informations sur cet accident. D'autres raisons, c'est bien sûr identifier l'impact économique de l'accident. Peut-être vous allez identifier également des risques et des dangers autres pour préparer votre plan de formation et bien sûr assurer une conformité légale. Les bénéfices de l'investigation, c'est que vous aurez un environnement sûr. Donc, vu la nature des incidents qui arrivaient, moi, je ne parle pas uniquement des accidents, hein. Il faut vraiment noter que quand on parle d'incidents, donc le jour, par exemple, moi, j'avais l'habitude de voir des traces d'accrochage, des traces d'heurts de ces barrières. Quotidiennement, dans les entreprises que je visite, il y a quotidiennement des traces d'accrochage. Ils n'ont jamais fait l'objet d'une analyse d'incident. Par contre, ce sont des incidents, hein. Un accrochage, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas conforme. Donc, demain, cet accrochage bénin aujourd'hui qui n'a pas provoqué de dégâts peut se coïncider avec la présence d'une personne et donner lieu à un accident grave. J'ai remarqué plusieurs fois du rayonnage déformé, des panneaux déformés. Donc voilà, tout ça, c'est des signes d'incidents que vous devez identifier comme incident dans votre registre et procéder à une analyse pour identifier les causes et l'origine, peut-être euh, la distance ou la largeur n'est pas suffisante pour assurer une manipulation conforme. Donc, il y a plusieurs raisons, donc on a dit, pour éviter la récurrence. Bien sûr, la morale des personnes, en sachant que le personnel, le moment où il va apercevoir que l'entreprise prend sérieusement les accidents, donc il y a une certaine conscience. Donc, bien sûr, le moral des employés va être amélioré parce que il s'assurera que l'entreprise se soucie de leur sécurité. Et bien sûr, on va prévenir, éviter les potentiels dérangements de l'entreprise et éviter la perte de la compétence, hein, bien sûr, et du savoir dans l'entreprise. Il faut bien sûr, il faut bien sûr se rappeler que un incident ne veut pas dire qu'un incident il est lié à ces dégâts. Donc, tout incident, il est spécial, il est unique. Donc, le même incident qui a donné dans un premier temps lieu à un presque accident, parce qu'il n'a généré aucun dégât humain ni matériel, demain provoquera probablement un accident mortel. Parce qu'il suffit de la présence d'une personne et le même scénario de danger, le même scénario de chute d'objet peut provoquer un accident grave. Donc maintenant, on va voir un scénario de danger, un scénario d'accident, et on va le décrire. Donc ici, la personne qui était en train de travailler, donc a quitté son poste.
Et voilà, donc c'est un scénario très simple qui peut arriver dans toute entreprise. Donc, qu'est-ce qu'était la cause? Donc, la personne a été blessé parce que il a été heurté par euh, des produits donc qui étaient stockés ou mal stockés donc sur au niveau des fourches de cet engin. Donc ça, c'est la cause de l'accident. Ok, c'est ce qu'on appelle le incident statement. Ça veut dire la déclaration de l'accident. C'est que pendant donc, dans la déclaration de l'accident, on va parler du contexte de cet opérateur, qu'est-ce qu'il faisait juste avant d'avoir l'accident. Ça, c'est très important de parler de l'activité qui se déroule juste avant l'accident. Donc, cet opérateur, en quittant son poste de travail vers un vestiaire probablement, vers un vestiaire ou vers son véhicule, donc il a été heurté par un, un objet, hein, un produit emballé, ce qui a provoqué des dégâts, hein, une fracture au niveau de son pied ou de sa main ou de son pied. Voilà, c'est le signe qu'il a eu une fracture probablement, un entorse au niveau de son pied. Ensuite, on va procéder à une analyse par cause racine. OK, donc dans un premier temps, bien sûr, on va mettre juste les causes matérielles. Donc, à un moment donné, on va constater la déviation par rapport à la situation normale. Donc, pourquoi la personne a été touchée par ces produits? Parce que ces produits ont été déséquilibrés vu le glissade de cet engin. Donc, et probablement parce que l'opérateur ou le conducteur a perdu contrôle sur son engin. Donc, là, c'est ce qu'on appelle la situation de perte de contrôle. Donc, à un moment donné, le conducteur, le cariste a perdu contrôle sur son engin. Pourquoi il a perdu ce contrôle sur l'engin? Parce que il y avait une tache d'huile et il a dû utiliser un freinage d'urgence. Donc, hard braking ou la braked hard, ça veut dire que la personne a freiné d'urgence. C'est une réaction d'urgence. C'est pas normal ou d'habitude qu'il freine de cette manière. Donc, d'habitude, il doit freiner progressivement. Il doit réduire sa vitesse d'une manière progressive. C'est comme la situation des coups de volant. Donc, vous n'avez pas l'habitude de faire ces manipulations habituellement. Vous ne faites pas cette manipulation que s'il y a un danger spécifique. Donc, et à ce moment-là, malheureusement, l'opérateur a perdu contrôle. Donc, ce freinage conjoint avec la présence de cette tache d'huile ont causé la perte de contrôle. Et ensuite, on va creuser pourquoi la tâche était présente sur le lieu de travail, parce qu'il y avait une fuite au niveau de cet engin, causée par une inspection et une maintenance non réalisées suivant le planning, et que personne n'a remarqué cette déviation dans la planification de la maintenance préventive, donc par manque de supervision. Pourquoi la personne ou l'opérateur a nécessité ce freinage d'urgence? Je rappelle que le freinage d'urgence ou l'arrêt d'urgence, d'une manière générale, se fait au moment de la déviation, au moment de l'incident. Donc, on ne va pas appuyer sur un freinage ou un arrêt d'urgence que si on a une situation anormale de perte de contrôle. OK, donc c'est des devices, c'est des équipements d'intervention pour récupérer, pour intervenir afin de récupérer, mitiger ou réduire l'impact d'une déviation. Donc, pourquoi il a dû utiliser ce freinage d'urgence? Parce que
il roulait avec une vitesse supérieure qui dépasse la vitesse normale de conduite à l'intérieur du warehouse, à l'intérieur du magasin. Et ensuite, parce qu'il avait une apparition euh, soudaine. Hein. Normalement, il doit pouvoir visualiser bien avant cette apparition, la présence d'une personne sur la voie pour avoir suffisamment de temps pour freiner d'une manière normale et éviter le choc. Pourquoi il y avait cette vitesse supérieure? Parce que, ou cette vitesse qui dépassait la vitesse normale, parce que il était stressé, hein, il avait une charge de travail à accomplir avant la fin de son shift, parce que cette charge dépasser sa capacité de travail habituelle. Et en plus, le limiteur de vitesse a été enlevé. Hein. Soit, on ne sait pas, est-ce que c'est c'est enlevé d'une manière volontaire pour permettre une augmentation de vitesse, parce que ça, on doit creuser également, ou a été enlevé parce qu'il était défaillant et à un moment donné, on doit le remplacer et probablement on n'a pas trouvé un autre disponible. Donc, il est en commande dans ces circuits d'achat très lourds dans les entreprises. On ne peut pas probablement arrêter. Donc, on a décidé de confier le dépassement ou de rester en dessous de la limite de vitesse maximale à l'opérateur qui n'a pas respecté parce qu'il y avait d'autres conditions. Et probablement, on a dû oublier carrément ce limiteur de vitesse enlevé par manque d'inspection, qu'on a dit par une supervision insuffisante. Et voilà, donc le dernière apparition soudaine ou unexpected, ça veut dire inattendu. Hein, la personne ne s'attendait pas à l'apparition de cette personne sur la voie parce que ce monsieur a décidé de prendre un court-circuit pour arriver à sa destination rapidement parce que il a quitté le travail très tard, tard le soir parce que voilà, donc il avait également euh, des travaux à compléter pour, bien sûr, parce que je sais pas, il avait une réunion demain, il était en train de préparer, de finaliser sa présentation, donc il avait un message de vente ou à communiquer à ses chefs. Donc, et la raison, c'est que il y a un manque d'organisation et de pratique. Donc la politique du travail n'était pas bien respectée. Donc les horaires, normalement dans une organisation, sont bien gérés et même pour éviter ce genre de situation, parce que on ne sait pas est-ce que cette personne sera exposée après avoir quitté très tard le soir. Donc, et voilà, on se retrouve avec notre causal tree, notre arbre de causes, avec bien sûr des causes immédiates qui sont à l'origine, ce sont des déviations qui sont à l'origine de la survenue de l'accident, des underlying causes, donc c'est des causes intermédiaires qui sont probablement des facteurs qui ont généré l'apparition de ces causes, qui ne sont pas des facteurs organisationnels, ce sont des tâches, des comportements non conformes, mais qui sont liés à une organisation. OK? Donc, les underlying causes, ça veut dire que ce sont des situations qui ont créé un environnement favorable pour l'apparition, pour l'exposition des personnes. Donc, dans le cadre de ce qu'on appelle le BBS, le Behavioral Based Safety, on a deux types de comportements dangereux. Il y a ce qu'on appelle les comportements dangereux immédiates ou actives, ce sont ces immediate causes. C'est active, ça veut dire la présence d'une tâche, c'est réel, c'est dans le temps, c'est maintenant. Ok, ce freinage d'urgence, cette apparition d'urgence, c'est maintenant, mais
Les underlying causes, ce sont des comportements dangereux, mais qui sont latents, qui se sont passés bien avant, hein, soit dans le passé, hein, par exemple, cette tolérance de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle une violation routinière de tolérer le non-respect des passages piétons. Ça veut dire que la personne avait l'habitude de parcourir au milieu du magasin pour arriver rapidement à, à une porte qui n'est même pas censée d'utiliser. C'est les exit doors des emergencies qui, normalement, dans les entreprises qui contrôlent ce risque, sont liées à des alarmes pour éviter une utilisation non autorisée. Donc, afin que la sortie et l'entrée soient réalisées uniquement par des chemins prédéfinis par l'entreprise et préserver les exits et les sorties de secours uniquement pour les situations d'urgence, mais il y avait une tolérance, c'est ce qu'on appelle underlying causes. C'est des causes latentes, c'est des causes qui sont présentes sur le milieu, un limiteur de vitesse qui n'est pas présent, donc, et on a toléré l'utilisation d'un engin qui n'est pas doté, la vitesse qui dépasse les limites, la maintenance qui n'est pas à la hauteur. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des comportements latents qui sont autorisés par ce qu'on appelle les causes racines. Ok, ce sont des comportements routinières. Ok, tout ça, c'est des comportements tolérer un engin qui fuite, tolérer la présence des taches ou des sols glissants partout, tolérer plus ou moins une vitesse qui dépasse la limite, tolérer parfois le non-respect des plans de prévention, de la maintenance préventive, tolérer les comportements, tolérer les dépassements des horaires de travail. Donc tout ça, c'est des comportements latents qui sont là parce que il y a une organisation des causes racines qui sont la politique de travail. On n'a pas des règles. Voilà, l'entreprise te dit, on n'a pas des règles sur les horaires de travail. Donc, il y a peut-être des horaires d'arrivée, mais on n'a pas des horaires de quitter le poste. Donc, on ne peut pas obliger une personne de quitter son poste à un délai fixe. Donc, si la personne décide de rester jusqu'à minuit dans son bureau, dans l'atelier, il reste. On n'a pas des règles spécifiques. On n'a pas des règles sur la supervision qui va superviser, qui va faire l'audit interne. Donc tout ça. On n'a pas probablement du règle sur la capacité de travail de chacun. Ça veut dire quel est le max que cet opérateur peut stocker, manipuler d'objets sans dépasser ses limites de fonctionnement. Donc, on va lui donner une tâche, on va lui demander de compléter une tâche et on ne sait pas exactement combien ça va prendre. Donc, voilà, donc tout ça, c'est des causes racines qui ont provoqué l'apparition des causes dans l'environnement, des comportements dangereux qui, à un moment donné, ont été transformés en causes immédiates par les opérateurs pour provoquer des accidents. Donc l'idée, si vous enlevez uniquement les causes immédiates, hein, si vous corrigez, vous dites, ah voilà, il y a une fuite, soit je vais nettoyer le sol, je vais éviter sans vraiment prendre le temps, même corriger la fuite à l'intérieur de cet engin, c'est une correction immédiate. OK? Il faut revoir pourquoi cette fuite est apparue. Est-ce qu'il n'y a pas une utilisation qui n'est pas correcte de cet engin? Peut-être on est en train d'utiliser cet engin dans un endroit qui n'est pas conforme par rapport à ses conditions d'origine. Donc, peu importe, mais l'idée, c'est vraiment investiguer les causes racines pour éviter la récurrence. Donc, avant de passer à la deuxième étape, donc, on va faire une petite pause de 15 minutes. Donc, et on se retrouve à 11h20 pour reprendre euh, notre cours et voir comment
on va prendre en charge une opération d'investigation-analyse.
Bonjour. Bonjour. Alors, j'attends juste de représenter. Voilà. Alors, selon vous, quelle est la première étape pour lancer une investigation? Par quoi commence une investigation analyse d'accident? Oui, Karim? Oui, c'est clair maintenant. Oui, Karim, tu as une remarque? Non, juste la voix maintenant, c'est clair. Merci. D'accord, parfait. Parfait. Alors, quelle est la première étape pour lancer une investigation? Ça commence par quoi? Donc, normalement, il faut commencer par, vas-y, une réponse. Tout d'abord, par aller au poste ou à la zone où s'est passé l'accident. Euh, Oui, oui, mais bien avant, juste avant de débuter, ça veut dire concrètement ou proprement dite l'investigation, la première étape consiste à prendre soin de l'accidenté. Donc ça, c'est très important. Euh, Au Maroc, et j'imagine une grande partie des pays qui ont adopté le PUI comme étant un standard CVSO, un standard des pratiques d'urgence, on ignore aujourd'hui dans leur système les situations d'urgence d'accident. Ça, c'est très important. Il faut, comme étant une situation anormale, inhabituelle, c'est les situations d'accident au travail. Donc, il faut les avoir identifiées comme étant des situations d'urgence qui nécessitent une intervention rapide pour maîtriser la situation. Hein. Si la personne souffre d'une hémorragie, donc il faut l'arrêter. Si c'est une partie de son corps qui est amputée, on doit pouvoir interagir et préserver l'organe, la partie amputée, un doigt ou autre, jusqu'au moment, parce qu'il y a une possibilité de correction, il y a une possibilité chirurgicale pour la personne pour qu'il reprend sa partie manquante. Donc, je vous le dis, ça c'est une constatation des audits que j'ai réalisés, c'est que une majorité des sociétés ont adopté uniquement le cadre d'urgence environnementale qui est décidé dans le cadre de la loi 1103 au Maroc sur les plans, les PUI ou les plans d'urgence environnementaux qui a été étalé pour couvrir également quelques situations d'urgence en sécurité, mais il continue à ignorer ces situations d'urgence d'accidents de travail. Donc aujourd'hui, une grande partie des entreprises qui ont même installé ou en place des procédures, des situations d'urgence, ignorent comment intervenir en cas de chute de hauteur, immobiliser la personne, comment évacuer la personne, par exemple, qui se trouve dans un espace confiné ou même dans des étages ou dans une zone lointaine, donc comment faire l'intervention. Donc voilà, il faut préparer un cadre et le déployer en cas de situation qui nécessite l'intervention pour prendre soin de la personne blessée. Ça, c'est la première étape. Pourquoi? Parce que cette intervention, comme on l'a dit, la situation de perte de contrôle, bien sûr, qui débute par la déviation, mais la gravité ou la conséquence peut dans un premier temps, au moment de l'accident, s'avérer comme étant une blessure, mais qui peut s'aggraver ou s'atténuer
en fonction de la nature de traitement médical auquel on va procéder. Donc, et probablement la clinique à laquelle on va transférer la personne et pas mal d'autres conditions donc, qui vont décider sur la blessure finale à la guérison. Donc, est-ce que la personne va être complètement guérie ou uniquement consolidée avec des séquelles par la suite qui vont peut-être impacter son activité. Ensuite, bien sûr, il faut préserver la scène, ou au moins que la personne en charge de la zone procède vraiment à à prendre les informations, donc à une collecte d'informations nécessaires, parce que à un moment donné, on doit intervenir pour au moins éliminer le risque à l'origine probable de l'accident, mais tout en essayant de préserver au maximum la scène sans perturbation, parce que la moindre altération de la scène peut vraiment nuire à l'investigation et l'équipe d'investigation peut se retrouver en train de poursuivre des causes peut-être qui ne sont pas à l'origine de l'accident d'une manière fiable et transparente. La troisième étape consiste à reporter l'incident, ça veut dire informer les personnes concernées, les personnes clés. Donc l'idée, c'est de mettre dans chaque entreprise une matrice de communication afin de s'assurer que toutes les personnes qui devraient savoir être au courant de l'accident, notamment les senior managers, parce que un accident peut signifier, c'est une alerte, euh, ce qui nécessite peut-être déclarer une situation d'urgence, hein, un incident peut être à l'origine d'une déclaration de situation d'urgence. Hein. Un accident, parce que les injuries, les blessés, peut-être sa cause, c'est une déviation dans un processus de fabrication, donc qui a généré peut-être une explosion, un éclatement d'une conduite ou autre. Donc, il se peut que l'information déclenchera chez le senior manager ou les senior management la déclaration d'une situation de crise pour gérer tous les impacts de cette situation. Bien sûr, les enforcing authorities, c'est les autorités compétentes hein, en charge. Généralement, comme j'ai dit, c'est les inspections du travail. La famille de la personne, c'est important parce que c'est la famille qui doit l'accompagner par la suite. Donc, il doit être informé sur la nature des dégâts d'une manière précise, sur les soins que la société a procédé ou la clinique à laquelle l'employé a été transféré. Bien sûr, s'il y a des dégâts qui touchent la propriété et que le propriétaire est une personne, une société, on doit l'informer. Les sociétés d'assurance, et les départements RH ou autres pour impliquer la procédure de prise en charge et bien sûr les représentants des salariés ou le comité d'hygiène sécurité d'une manière générale. Si vous avez des comptes peut-être de comité d'hygiène ou des groupes sur la messagerie ou WhatsApp ou autre, l'essentiel, il faut s'assurer que les représentants sont bien informés. Donc, incident report, donc ça, désolé, ce n'est pas le rapport final de l'investigation, c'est ce qu'on appelle dans des sociétés les rapports à chaud, ok, d'information ou de déclaration de la survenue d'un accident. Généralement, il y a des sociétés qui utilisent uniquement la messagerie, donc on va informer toutes ces parties concernées par un simple message dans lequel on va exprimer ces informations, mais le risque, c'est vraiment de rater des informations critiques et on se retrouve avec des échanges. Hein. Donc, il y a le directeur, par exemple, de l'unité qui informe
le CODIR ou les membres du management de la survenue de l'accident. Et ensuite, il y a un responsable HSE qui demande qu'est-ce qui s'est passé. Donc, et voilà, donc on se retrouve avec des va-et-vient. Donc, l'essentiel, l'idée, c'est d'avoir un rapport à chaud dans lequel on va mettre les informations pertinentes, nécessaires et disponibles, notamment quelle est la nature de dégâts, est-ce qu'il s'agit uniquement d'un incident near miss ou c'est un accident grave, est-ce que c'est sérieux ou pas, les informations sur la personne, une description qui n'est pas détaillée parce qu'on s'estime qu'on n'a pas suffisamment d'informations. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont assisté à l'accident? Est-ce qu'il y a des caméras qu'on peut avoir de l'information? Et bien sûr, est-ce que une investigation est nécessaire? Et si oui, est-ce que c'est une investigation poussée ou c'est une investigation simple? Voilà, donc ces informations, c'est très important d'avoir ce genre de rapport à chaud. C'est le même rapport réglementaire, c'est pas le même, c'est le même cadre du rapport réglementaire de communication. Comme j'ai dit, l'inspection du travail recevra deux fois l'information de l'accident. La première fois, c'est la déclaration de l'accident dans laquelle on va reprendre bien sûr ces mêmes informations, une petite description, la nature des dégâts, et ainsi de suite, mais un rapport après 15 jours de l'accident qui va détailler encore davantage les faits et les circonstances et les causes. Bien sûr, on va regrouper les personnes en charge de procéder à l'investigation, nécessairement une personne familier qui connaît un peu l'endroit de l'accident, le superviseur ou le responsable hiérarchique de la personne accidentée, un senior manager, ça veut dire un responsable de département, de service de la zone, ou une personne qui a de l'autorité. On aura besoin également d'un expert en HSE. Le représentant, un worker représentatif, c'est généralement demandé par toutes les exigences légales et réglementaires de faire impliquer les représentants du personnel dans les investigations. La personne impliquée dans l'accident, si c'est possible, et bien sûr, si on a besoin d'un technical expert, un responsable de la maintenance ou une personne qui connaît un peu la procédure qui est, il se peut que c'est un collègue ou une autre personne d'un autre département. Donc, l'investigation va déterminer d'abord la nature de l'investigation. Comme on a vu, il se peut que l'investigation soit poussée ou simple. Ça dépend bien sûr de deux natures, de la conséquence réelle et des conséquences potentielles de l'accident avec sa fréquence et sa probabilité de réapparition. OK, donc plus l'accident et sa potentialité est fatale, plus on aura besoin de pousser vraiment l'analyse, de faire même impliquer d'autres personnes, d'autres experts ou utiliser des méthodes plus poussées. Moi, ce que je vous suggère, c'est d'avoir ce rapport à chaud, OK? En lui ajoutant une petite description des causes matérielles et des actions prises par le management. Et ensuite, on va décider, selon la nature de l'accident, est-ce qu'il s'agit d'un accident qui nécessite une investigation, une analyse poussée ou pas. Donc, l'idée, c'est de de tracer l'ensemble des incidents, d'avoir un minimum d'informations sur l'incident. Et ensuite, bien sûr, les événements, les incidents qui ont nécessité une investigation poussée, on va la faire. Mais sinon, au moins, on aura une traçabilité et un minimum d'informations. Si un jour des accidents surviennent qui ont l'air, qui reprennent les mêmes faits, les mêmes événements qu'un simple incident déclaré dans le passé, donc on va pouvoir investiguer en profondeur parce qu'on a l'aspect récurrence. OK? L'idée, c'est de tracer, s'il vous plaît, avoir un registre des incidents et de tracer l'ensemble des incidents, peu importe les dégâts réels et les dégâts potentiels. Et voilà. Donc, ensuite, on va utiliser une méthode structurée
pour avoir de l'information. Donc, on va d'abord commencer par l'information matérielle, physical material, l'information humaine, ok, par des interviews, par des entretiens avec les personnes impliquées, et bien sûr documentaire sur la maintenance, sur les équipements. Donc, c'est de toucher l'humain organisationnel et matériel. Ça, c'est très important. Ensuite, on va procéder à une analyse des trouvailles, donc les éléments qu'on a trouvés, on va décider est-ce qu'il s'agit des déviations ou des situations normales. Si par exemple le chemin parcouru par la personne, c'est un chemin inhabituel parce que normalement il a un passage piéton bien tracé, bien visible. Mais lui, il a décidé, probablement par ignorance, ou d'emprunter un chemin autre que le chemin des piétons. Donc pour chaque fait, pour chaque information, on va analyser est-ce qu'il s'agit d'une anomalie ou pas, est-ce qu'il est participatif ou pas. Ensuite, on va créer un plan d'action qu'on va communiquer pour le besoin d'améliorer la situation et préparer bien sûr notre rapport final. Donc, on a un report accident ou incident, ça c'est le premier pour informer, mais ensuite on aura besoin d'un rapport final dans lequel on va voir les causes immédiates avec des plans d'action corrective et des causes profondes organisationnelles avec un plan d'action préventif. La sixième étape, c'est de gérer les parties externes, notamment les probables investigations. Donc, si l'inspecteur du travail décide de venir pour investiguer davantage, on doit l'accueillir, euh, préserver les faits, les informations clés que nous avions soulevé lors de l'investigation, gérer les médias. Donc, il se peut que que l'information sur l'accident a passé les frontières de l'entreprise et a atterri au niveau des médias. Donc, un accident potentiellement grave. On a vu que dernièrement, les médias, surtout les presses électroniques, parlent souvent même des accidents un peu banals, mais donc on doit gérer, transférer l'information nécessaire. Donc généralement, les médias, on les gère sur deux parties. Donc dans un premier temps, il y a un message qu'on appelle le message d'attente. OK, donc les médias qui vont se présenter peut-être le premier jour, on n'a pas suffisamment d'informations sur l'accident ou l'incident, hein. Un accident, bon, un accident peut être un incendie, peut-être une explosion d'une citerne. Donc, il faut s'attendre à une implication des médias, hein. Donc, le moment où on aura à confronter ces médias, donc, on doit préparer ce qu'on appelle un message d'attente, hein. C'est comme le reporting de l'accident. On doit pouvoir communiquer suffisamment d'informations, qu'on est informé par rapport à cet incident, que nous sommes en train d'investiguer, que peut-être là, vous pouvez communiquer ou pas sur les dégâts et les conséquences de l'accident, mais sinon, il faut avoir un message d'attente dont l'attente, bien sûr, de finaliser l'investigation. Sinon, les médias trouveront toujours des moyens pour s'alimenter par des informations en l'absence d'une communication de la part de l'entreprise. Et bien sûr, si l'information également, les riverains ou les résidents à côté de l'entreprise se voient concernés, bien sûr, par l'accident, parce que il se peut que l'accident ait dû à un dégagement d'un gaz toxique, donc ils sont potentiellement et probablement seront touchés, donc ils vont avoir des questions. Donc voilà, il faut également les gérer. Et bien sûr, il faut faire la chose dans le respect des règles de l'éthique et s'assurer que
l'investigation de l'accident n'a pas pour but de déterminer les responsables afin de sortir nécessairement par des actions disciplinaires. Il se peut que l'accident révèle des violations importantes et critiques par rapport à la discipline, par rapport au respect des règles, et même l'article 291 de la loi marocaine stipule que des accidents qui ont causé des blessures et qui sont dus à des violations de consignes sont susceptibles de licenciement direct sans indemnité. Ça veut dire ils feront l'objet d'une faute grave. Donc ça, c'est probable. C'est ce qu'on appelle le just blame. Ça veut dire mais le rapport ne devra jamais être un outil pour trouver les personnes responsables uniquement et les punir, mais évidemment, c'est pour avoir un plan d'action et éviter la récurrence. Donc, et la dernière étape, peut-être, c'est de communiquer sur les findings, ça veut dire les informations clés et importantes de votre rapport. Je vous suggère de faire ça à travers ce qu'on appelle un flash lesson learned. Ok, c'est un flash safety un flash de sécurité qui va reprendre l'essentiel des informations et les points critiques auxquels d'autres sites peut-être similaires ou d'autres personnes qui exécutent les mêmes tâches devront faire attention dans l'exercice de leurs travaux quotidiens. Donc voilà.